Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 octobre 2017 et comme tous les dimanches, c'est une tradition ici au niveau de la télévision Labari. Nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit de l'acteur de la société civile, Monsieur Dambaji Son Allah. Monsieur Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer quelques questions d'actualité ici au Niger, juste après les quelques éléments de cette édition. Et nous débutons justement par l'actualité de ce week-end. C'est la victoire hier face à la Corée du Nord de l'équipe nationale cadette de football, les moins de 17 ans qui participent pour la première fois de l'histoire de notre pays à une phase finale de la Coupe du Monde de cette catégorie. Le MENA national a en effet donc battu l'équipe cadette de la Corée du Nord sur le score d'1-0. C'est donc au niveau de l'Inde. Vous allez suivre donc dans quelques instants la réaction à chaud de l'entraîneur national de l'équipe cadette du Niger, le MENA, l'entraîneur Soumaïla Kemogo. Juste avant, souvent, c'est quelques réactions de quelques amateurs du ballon ici au Niger, récupérées ce matin dans ce reportage de Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Première participation du Niger à une Coupe du Monde de football. Et pour un premier match, ce fut un coup de maître à travers cette belle victoire d'1-0 du MENA cadet contre la Corée du Nord. Une victoire qui réjouit tout le peuple nigérien. C'est le peuple qui le réjouit de la victoire de ces jeunes, parce que ça fait une éternité. À aucun moment le Niger n'a participé à une Coupe du Monde. Et c'est un honneur. Grâce à cet outil-là, le Niger dorénavant sera pris en considération par rapport aux autres nations du football. Donc j'encourage encore ces jeunes, il leur reste encore 2 matchs à jouer et aux autorités compétentes de ne pas les négliger. Parce que si nous voulons avancer, les autres pays avant, à notre temps, on était devant certaines nations. Aujourd'hui, ces nations-là sont devenues. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État a mis les moyens à la disposition des jeunes. Pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, il n'y a même pas de mots pour ça. Et je suis dans le temps, depuis 81, où le MENA a gagné. Je suis avec quand on disait que MENA ne peut pas gagner l'Algérie, quand on disait que MENA ne peut pas gagner l'Égypte. Donc aujourd'hui, ça prouve que ces gens-là qui ont appris à jouer dans la rue sont en train de prospérer. Il suffit d'un petit soutien moral, le soutien financier vient après. Juste le soutien moral, c'est à nous de les soutenir. Et comme je vous ai dit, c'est de faire un tour de caméra. Vous allez voir qu'ils n'ont même pas de chaussures, c'est dans la rue, ils n'ont même pas d'espace pour jouer, c'est dans la rue. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué. Bien que le Niger figure dans la poule de la mort, avec le Brésil et l'Espagne, les amateurs du ballon rond nigérien demeurent optimistes. Le premier match, j'ai dit qu'on va battre le Brésil. L'Espagne, ça c'est presque sûr. Et donc, ça ne me surprend pas. C'est la victoire, ça c'est sans faute. Moi, je connais ces jeunes-là, je les soutiens à 100%. Donc, moi, je suis vraiment optimiste par rapport à ces jeunes-là. On a des jeunes talents. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas de moyens mis à leur. Et que les dirigeants aussi de ces disciplines puissent s'implanter sérieusement. Qu'ils ne se disent pas, je viens au sport pour me faire de l'argent. Je viens aider. Alors que nous, à notre là, nos dirigeants nous aidaient, ce n'est pas qu'ils ne venaient pas pour se faire de l'argent. Oui, et c'était ce qui avait fait notre sport. Aujourd'hui, si les sociétés, les autres banques, ou bien même de gros commerçants peuvent s'investir, je vous jure que le Niger, tôt ou tard, sortira parmi les grandes nations. Avec cette belle victoire, le Niger est ainsi placé deuxième de la poule derrière le Brésil. Bonne chance au MENA cadet qui jouera son prochain match contre l'Espagne le 10 octobre prochain. Voilà, comme je le disais, la rédaction de la télévision Labari a automatiquement joint au téléphone depuis l'Inde donc l'entraîneur de cette équipe cadette du MENA national, Soumaïla Kemogo, qui est donc bien évidemment tout aussi heureux que l'ensemble du peuple nigérien. Je propose de l'écouter. Disons que nos impressions sont des impressions de satisfaction. De satisfaction surtout pour nos enfants, pour nos joueurs, pour une première qualification en Coupe du Monde, décrocher une victoire au premier match. Je crois que
c'est honorable. Nous attendons la suite de la compétition. J'imaginais un peu pendant le match, au moment où le ballon franchissait la ligne de but, ce que nos enfants ressentaient pour ce but marqué, et surtout à la fin, au troisième coup de sifflet, étant sûr de la victoire, ce que ces enfants-là ressentaient. Et je crois que c'est énorme. Et je crois qu'ils sont à féliciter ces enfants. Et je crois que, en tout cas, nous espérons qu'ils iront loin dans la compétition. En tout cas, nous le souhaitons vivement. Voilà, c'était donc l'entraîneur de l'équipe cadette de football du Niger, le MENA national, Soumela Tchemogo. Les prochains matchs du MENA sont donc, ils feront face à l'équipe du Brésil, ensuite à celle de l'Espagne. Nous leur souhaitons vivement bonne chance et nous allons permettre à notre invité de dire quand même un mot sur cette belle victoire, cette belle entrée de notre équipe nationale de football, le MENA, les moins de 17 ans à cette Coupe du Monde. Dambadji, c'est quand même historique. Oui, Aourazak, vraiment c'est historique et nous félicitons effectivement les jeunes et nous souhaitons que la jeunesse nigérienne continue à faire ce genre d'exploits dans l'intérêt supérieur de la nation. Et nous savons très bien que impossible n'est pas nigérien, c'est clair. Et dès qu'on revient à la réalité, à nos réalités et à nos convictions, si on revient aussi au système d'une gestion saine de notre État, je suis sûr que le Niger n'a peur qu'un État dans ce monde en matière, quelle que soit des disciplines, parce qu'on sait que le Niger regorge des personnes valeureuses qui sont capables de pouvoir hisser les couleurs du Niger dans n'importe quelle discipline. Voilà, merci Dambadji. Nous allons poursuivre cette édition avec cette activité citoyenne organisée ce matin justement par un regroupement de Nigériens activistes sur les réseaux sociaux dénommés Nigériens cybercitoyens. Ils étaient ce matin au niveau du rond-point, communément appelé rond-point Mairie Garage, où une partie du trottoir est donc inaccessible du fait du sable qui est donc sur le trottoir. Ces jeunes ont décidé donc de dégager ce sable afin de fluidifier la circulation. Je vous propose de suivre le reportage réalisé par nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni. Contribuer efficacement à l'assainissement de la capitale, c'est ce qui a amené ces jeunes réunis au sein des Nigériens cybercitoyens NCC à déployer cet arsenal pour dégager les sables et autres ordures obstruant l'accès au boulevard Malibéro, croisement Couronne Nord. Plusieurs fois j'ai assisté à des scènes qui ont des scènes pas terribles, c'est-à-dire qu'il y a des motos qui viennent dans ce sens, des voitures qui viennent dans l'autre sens, et avec la déviation donc il y a des risques forts d'accidents. Et donc nous généralement on attaque les ordures, mais ce matin, depuis hier en fait, on avait dénoncé ça déjà sur les réseaux sociaux. Bon, on a vu qu'il n'y avait pas d'action, et on s'est dit pourquoi pas faire cette action-là ce matin. Et voilà, nous sommes là avec la contribution de notre grand frère qui a bien voulu nous donner les engins. Et nous sommes là depuis 8 heures du matin, et ça continue. C'est une action citoyenne, je tiens à préciser. Parce que nous sommes plusieurs, des milliers aujourd'hui de Nigériens sur les réseaux sociaux à dénoncer l'incivisme notamment et l'état d'insalubrité dans la ville de Niamey. Et voilà, aujourd'hui, ce cas d'ensablement, c'est malheureusement, je pense que c'est la pluie qui a amené le sable ici. Et tout le monde regarde faire, on ne va pas attendre que la catastrophe arrive pour intervenir. Donc c'est vraiment ce qui nous a motivés ce matin pour faire cette action. Le responsable de la ville de Niamey salue cette initiative citoyenne de la part de NCC. Cette initiative, il faut les encourager. Ceux-là sont en train de donner le bon exemple. Le souhait, c'est qu'il faudrait que les autres bonnes volontés s'expriment de cette manière pour accompagner la ville de Niamey, pour accompagner les arrondissements dans le travail qui est le nôtre, nous tous. Je pense que quand on a cette conjugaison d'efforts, cette synergie des moyens, des intelligences et aussi de la force et de l'énergie, je pense qu'il n'y a pas de doute que nous pouvons faire de la ville de Niamey une ville coquette. Ce genre d'action citoyenne doit servir d'exemple pour tous les jeunes de Niamey, soucieux de l'image de leur ville, afin qu'elle puisse refléter aux autres capitales de la sous-région.
L'autorité de régulation des télécommunications et de la poste a récemment annoncé des sanctions pécuniaires contre l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile qui sont sur le territoire nigérien. Se pose bien évidemment la question du recouvrement de ces amendes, puisque ce n'est pas la première fois que de telles sanctions sont infligées à ces opérateurs de la téléphonie mobile. Réaction de M. Abbas Abdelaziz. Il est le président de l'Association des consommateurs de technologies de l'information et de la communication du Niger. L'ARTP inflige les sanctions et il y a un ministère qui doit s'occuper du recouvrement, qui est le ministère des Finances. Donc aujourd'hui je dis que un individu, une entreprise ne peut pas être plus fort qu'un État. Un État, c'est un État. Écoutez, il faut qu'on se dise la vérité, un État, c'est un État. Donc le ministère en charge des Finances doit se donner les moyens pour recouvrir cet argent. Mais malheureusement je dis, parce que c'est l'image qu'on a, qu'il y a des barons derrière qui font que ça ne marche pas. Mais écoutez, revenons un peu en arrière. Nous savons ce qui se passe. Où on inflige des sanctions aux opérateurs, un responsable se permet de revoir à la baisse ces sanctions. Ça ne se fait pas. Excusez-moi, ça ne se fait pas. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du pays. Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser des compagnies de téléphonie mobile, s'il vous plaît, qui font la richesse actuelle de ce monde actuel. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les plus grands richards de ce monde sont issus du monde des télécoms. Et les télécoms et sont un domaine vraiment très riche. Et on ne peut pas aujourd'hui dire qu'un opérateur reste insensible ou reste impuni quand il refuse de payer ses amendes. Et cette fois-ci, à travers ce point de presse de l'ARTP, si vraiment nous allons suivre ça pas à pas, si l'État ne recouvre pas ses droits, nous allons voir la solution que nous allons prendre à tout ça là. Parce que il est inadmissible que dans un pays de droit, qu'on sanctionne une entreprise et qu'elle refuse de s'acquitter. Aujourd'hui, tel est la barrière. Si vous ne payez pas vos impôts, vous serez fermé. Donc quand on vous sanctionne, vous êtes obligé de payer. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'était donc Abbas Abdelaziz, il est le président de l'Association des consommateurs des technologies de l'information et de la communication du Niger. Il réagissait donc par rapport aux sanctions annoncées récemment contre l'ensemble des opérateurs de la téléphonie mobile ici au Niger par l'ARTP, l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste. Et justement, nous allons avec notre invité, entre autres, parler de ce sujet. Alors, Dambaji, vous avez certainement suivi cette sortie du président, de la présidente, on va dire, du Conseil national de régulation, du Conseil de régulation de la RTP, Madame Betty, qui a annoncé donc ces sanctions. Ce n'est pas la première fois. Et comme le disait à l'instant Abbas Abdelaziz, la problématique, c'est comment recouvrer, comment faire en sorte que ces opérateurs puissent effectivement respecter ces sanctions qui leur sont infligées en versant au trésor public les montants qui leur ont été demandés de payer. Merci Abdelazak. Je pense bien que ce qui est en train de se passer, si Abbas Abdelaziz a eu à le dire, c'est en connaissance de cause, parce que je me rappelle très bien la dernière sanction précédente, cette dernière, et on était avec le même Abdelaziz au niveau de l'hôtel Gawai, parce qu'il y a par exemple une compagnie de téléphonie cellulaire qui a été sanctionnée dans le sens, et son DG, il s'est permis de nous dire que ils ne peuvent payer qu'à le moment où le procès est fini. Or, nous avons en ce temps-là des dispositions qui sont claires. Quand on vous sanctionne, vous payez. Maintenant, c'est après le procès, si vous avez tort, en ce temps-là, l'État créera les conditions de votre remboursement. Mais je vous dis que la sanction-là est tombée et le jour-là, on s'était séparé à queue de poisson parce qu'on lui a fait comprendre en réalité que c'est une insulte. Il ne peut pas nous appeler en tant que Nigérien. Faire comprendre en réalité, parce que cette disposition, c'est sous cette disposition, ils ont lu cette disposition avant d'accepter en réalité la licence même d'exercer leur travail au Niger. Et maintenant, ce qui se passe effectivement, si jamais l'État n'accepte pas ou ne crée pas les conditions d'imposer l'autorité de l'État, qui d'ailleurs est l'un des piliers fondamentaux de toute gestion d'un État, si les animateurs de cette gestion de l'État mettent en réalité ce qu'on appelle la passion et l'intérêt
égoïste et personnel à la matière, pour ne pas mettre l'État dans ses droits, je pense bien que il y a péril à la demeure, parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de copier comme difficulté, c'est dire à ces genres de comportement. Parce qu'à un moment, on a vu et on a entendu que certaines personnalités se permettent de revenir par rapport même aux sanctions infligées par des techniciens à la matière. Parce que qui dit ARTP, on considère que c'est suite à des investigations des techniciens à la matière qu'ils ont démontré de A à Z que ces derniers ont violé les dispositions légales qui régissent leur fonctionnement dans notre pays. Allez-y dans les autres pays, ils ne vont même pas oser créer ces genres de conditions avant même qu'ils soient sanctionnés et croire que malgré la sanction, ils peuvent tenir tête à un État. Mais on vit dans quel État? Si cela soit, je pense bien que l'État doit prendre des dispositions pour que ces téléphonie, ces entreprises, ces opérateurs de téléphonie cellulaire, qu'ils se disent qu'ils sont sous l'autorité d'un État bien précis et qu'ils doivent se soumettre aux dispositions légales de la nation et ils doivent payer ce qui a été imposé par la RTP, parce que ils ne sont pas là sous le sol, sur le sol de leur territoire, parce qu'on sait très bien que la majorité des responsables de ces opérateurs économiques, ce ne sont pas des Nigériens. Et pourquoi ils se mettent au-dessus? Lui, le Nigérien, il paye taxe même de 50 francs. Et toi, tu viens, tu commets des indisciplines, si on peut l'appeler comme ça, des indélicatesses dans la gestion. Conformément à la loi, on te sanctionne et tu cherches des superficies pour pouvoir échapper à cela. Je pense bien qu'ils n'ont pas cette force, mais ils ont la complicité. Et nous pensons et nous osons penser que cette fois-ci, l'État va s'assumer. Rien qu'à cause des difficultés financières qui sont là, et rien qu'à cause qu'il faut que ça soit pédagogique pour ces entreprises, il faut qu'ils payent ce qui a été infligé comme sanction à leur égard. Voilà, merci. Donc, un autre sujet que nous avons choisi d'échanger là-dessus avec vous ce soir, c'est la question de, peut-être avant la question sécuritaire, la désignation des membres de la CENI. On sait qu'au niveau des organisations de la société civile, des organisations de défense des droits humains, vous avez procédé à l'élection de votre représentant au niveau de la CENI. Il s'agit de monsieur Wada Nafiou. Alors, l'autre question qui est venue s'ajouter récemment, c'est celle du président et du vice-président. On a vu le Conseil national de dialogue politique qui s'est réuni et finalement les partis politiques qui étaient là, puisque ceux de l'opposition et les non-affiliés n'étaient pas présents, se sont séparés, on va dire, en queue de poisson pour ce qui est du cas spécifique du vice-président. Et le président Issoufou Mahamadou, le président de la République, a signé hier le décret portant nomination du seul président de la CENI, alors que c'est les deux qui lui ont été proposés. Un commentaire sur ce processus? Oui, sur ce processus de nomination de ces deux responsables de la CENI, je vous ai dit que c'est toujours le même problème. Les gens refusent d'accepter le principe du respect strict de la loi. La loi est claire. Le code qu'ils ont eu à élaborer, malgré l'absence de l'opposition, il est clair. Ce politicien, c'est-à-dire ce CNDP, n'a aucune qualité. Je dis bien n'a aucune qualité, même dans le nouveau code, de désigner le président ou le vice-président. On dit que c'est le président de la République qui a la latitude de choisir parmi les trois non présentés, mais après consultation de la classe politique. Est-ce que le CNDP regroupe toute la classe politique? Non. Pour le cas spécifique, pour le cas spécifique, ça ne regroupe pas toutes les classes politiques. Et même si c'est ça, je pense bien que le CNDP n'est pas un cadre idéal pour concertation de la classe politique. Aujourd'hui, le président de la République, il est le président de tous les Nigériens, le président de toutes les institutions, il est le président de toutes les couches sociales, il est le président de tout celui qui se dit nigérien. Aujourd'hui, je pense bien qu'il suffit qu'on lui transmette ces trois noms au niveau de chacun des postes. Il peut appeler la majorité, il peut appeler l'opposition, il peut appeler les non-affiliés, il peut appeler qui il veut pour consultation et après il s'assume et nomme. Mais quand il donne, les politiciens s'arrogent les prérogatives du président de la République qui lui a été octroyé par ce même code électoral. C'est normal qu'on tombe dans ce genre de situation. C'est normal qu'on soit dans une situation, mais il faut que les gens fassent extrêmement attention. Qui dit CENI, dans tous les cas, c'est la base fondamentale de l'apaisement politique dans un pays. C'est la base fondamentale d'une élection. Et c'est à l'issue de ces élections qu'on va élire en réalité les responsables, les autorités compétentes à la matière qui vont gérer à la destinée du peuple nigérien. Eh bien, il faut qu'elle soit
doit, comme l'a dit la Constitution, il faut qu'elle soit une CENI indépendante. Je dis bien indépendante, elle ne doit pas avoir une mainmise d'un groupe d'individus ou d'une mafia, si on peut l'appeler, parce qu'aujourd'hui, les politiciens nigériens, ils ont une mauvaise conception de la loi. Je dis bien, parce que qui parle des élections, ça ne se limite pas au niveau de la classe politique. Seulement. Il faut que les gens soient clairs. La même loi des élections a prédit, en réalité, tu peux être un candidat indépendant. Aujourd'hui, même après les élections, là, il y avait eu des candidats indépendants au niveau des élections présidentielles. Et pourquoi s'ils se disent, s'ils croient que c'est tout acteur qui est impliqué de cela, pourquoi ces gens-là n'ont pas été associés pour créer cette situation? Voilà le problème. Les gens ont une intention erronée et qui est nocive à la responsabilité historique de la vie démocratique du pays. Et il faut qu'ils changent de comportement parce qu'on ne peut pas continuer dans ce sens et que le pays, en réalité, ne peut pas leur permettre de continuer dans ce sens à prendre le pays en otage. Je dis bien que prendre le pays en otage parce qu'une fois, aujourd'hui, vous voyez, dès l'installation de la CENI, ça commence à faire des couacs entre eux, les politiciens. Et vous savez très bien que si cette classe politique en elle-même, à elle seule, si on suit les principes à elle seule, n'a pas l'habilité de pouvoir instaurer, c'est-à-dire installer une CENI à elle seule, sans concertation des autres couches. Et malgré tout, encore, c'est pas toute la classe politique aujourd'hui qui est en train de faire ce travail. Je vous dis que c'est extrêmement dangereux pour le pays. Nous ne souhaitons pas ça pour le pays, mais il faut qu'on les arrête dans ce cas-là et que le président de la République, en tant que premier magistrat, et en tant que garant du fonctionnement des institutions, en tant que garant du fonctionnement de l'administration, il faut qu'elle arrête cette surenchère que ces politiciens veulent plonger le Niger dans les perspectives des prochaines élections. Peut-être c'est dans ce sens qu'il n'a pas nommé le vice-président. C'est seulement le président. Dans tous les cas, le vice-président a été objet de polémique, le poste de vice-président. Si c'est dans ce sens qu'il n'a pas pu faire, parce que il faut reconnaître aussi, on a vu tout ce qui s'est passé par rapport au vice-président, et c'est que c'est parce qu'il y avait eu même des couacs entre eux et au sein de la majorité que cela a été difficile. Parce que je suis sûr que comme le président et Saxon, il a eu l'unanimité au niveau de cette majorité. Parce que moi, je ne parle pas du CNDP. Le CNDP, il est constitué de 3 composantes. C'est leur règlement intérieur qui le dit. Il est constitué de l'opposition, il est constitué de la majorité, il est constitué de non-africains. Si malgré ça, c'est-à-dire c'est une seule composante, donc un CNDP boiteux, n'arrive pas à s'entendre, c'est normal que le président soit méfiant par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Et nous encourageons le président de la République à créer les conditions à ce que ces genres des agitations politiques et politiciennes, des calculs politiciens, que nous savons très bien que si ça dure dans l'élan qu'ils sont en train de prendre, en tout cas je ne pense pas qu'on peut espérer assister à des élections libres et transparentes et apaisées, parce qu'aujourd'hui le Niger, dans le contexte actuel, nous n'avons pas besoin d'autres troubles. Voilà, mais qu'est-ce qui a été fait, enfin, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de vous autres, la désignation de votre candidat aussi? On a vu au départ il y avait 2 candidats, un s'est rétracté et finalement c'est un seul qui était allé aux élections. Bon, oui, suite aux élections, nous, dans tous les cas, c'était clair. C'était clair, c'est sans embâche. Dans tous les cas, ça a été le dépôt de candidature a été ouvert et les gens qui veulent à déposer, mais par après, un a démissionné. Dans tous les cas, il a ses propres raisons et on ne peut pas l'en vouloir. C'est là le jeu démocratique. Il s'est retiré et les autres étaient partis. En réalité, on l'a voté parce que vous avez vu, c'est sur 136 organisations, il y a 115 qui étaient présentes. Donc je pense bien que pour nous, là, c'est pas un problème, c'est la démocratie qui a parlé. Et quand vous constatez que démocratiquement ou dans les principes légaux, vous ne pouvez pas, ou bien dans tous les cas, c'est un acte qui est là et on est dans un état démocratique. Si l'autre candidat il considère qu'il ne se retrouve pas, il s'est retiré, il a aussi d'autres voies légales. S'il pense qu'il a été lésé démocratiquement et légalement, il peut les prospecter. Dans tous les cas, ce que nous savions, nous, on nous a présenté un seul candidat. Et on était parti, on l'a désigné et on l'a voté à 115 voix sur les 136 et les 115 qui étaient présentes, ils l'ont voté. Donc pour nous, il n'y a pas de problème pour ça. Dans tous les cas, même si les uns et les autres, parce que nous savons qu'il y a des esprits mal intentionnés qui rejoignent toujours certaines réalités, certains contours politiques et politiciens pour tout salir. Dans tous les cas, nous savons très bien que le scandale qui a été posé au niveau du bureau de la CENI, de la désignation du CENI, c'est pas un scandale
scandale qu'on peut comparer à cette contradiction qui a existé lors de la désignation. Voilà, merci. Donc, l'autre sujet, le dernier, peut-être la situation sécuritaire, elle refait surface avec cette dernière attaque au niveau de la localité de Tongo. C'était mercredi dernier, où une patrouille conjointe entre les forces, on va dire, une patrouille des éléments des forces de défense et de sécurité nigériennes, qui était accompagnée d'instructeurs américains, est tombée dans une embuscade avec le bilan que l'on connaît, 4 morts du côté du Niger et désormais aussi 4 morts du côté des Américains. Cette situation sécuritaire au niveau surtout de la frontière malienne, elle inquiète plus d'un, et cette attaque a surtout montré un peu, on va dire, la faiblesse quand même, parce que c'est les Américains, les soldats américains que l'on pense être quand même assez pointus dans les stratégies sécuritaires, qui tombent de façon, on va dire, élémentaire dans une embuscade. Ça révèle un peu notre on va dire, le caractère un peu fragile de notre dispositif sécuritaire pour faire face à cette menace. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire dans le sens où, depuis le début de l'arrivée de ces bases militaires étrangères sur notre territoire, on l'a dit, que dans le fond, c'est la fausseté. Nous avons les compétences requises. Nous avons une armée vaillante qui est reconnue dans la sous-région et voire même à travers le monde. Tout ce qui reste, c'est de pouvoir l'équiper et de bien la former. Nous sommes confiants par rapport à nos propres soldats. C'est fait, s'il vous plaît. C'est fait, s'il vous plaît. Mais pourquoi si elle est équipée? Nous avions dit que si elle est équipée et elle a les compétences qui sont là, nous savons qu'elle est gauche des compétences, nous n'avons pas besoin d'autres forces, que nous savons très bien, ils sont là pour d'autres desseins. Et aujourd'hui, au début, on nous a fait chanter que c'est pour des besoins du renforcement des renseignements. Mais écoutez, depuis l'arrivée de ces bases militaires au Niger, c'est à cela que les attaques sur le territoire du Niger s'est multipliées. Il faut se poser cette question. Pourquoi? Et si ces gens-là, aujourd'hui, si ce n'est pas avant-hier, qui avait eu victime des Américains, que nous effectivement nous compatissons, parce que c'est des êtres humains comme nous, et nous ne pouvons pas en réalité applaudir face à la perte des vies humaines, mais il faut que les gens soient clairs dans ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, quand vous prenez du début jusqu'à la fin, c'est difficile dans toutes les attaques d'avoir ces militaires des bases étrangères parmi les victimes. Je dis bien, parmi les victimes. En tout cas, jusqu'ici, on a pas. Jusqu'ici, c'est la première fois qu'on a eu ça. Et c'est pas un soulagement. Nous compatissons que c'est un regret en réalité de ce qui est en train de se passer. Mais il faut qu'on se dise une réalité. Nous avons la capacité requise de défendre notre territoire. Abrazak. Il faut que les autorités compétentes à la matière s'assurent et qu'ils se disent qu'ils doivent être fiers de leur armée et qu'ils se disent qu'ils ont les potentialités requises de pouvoir protéger notre territoire et qu'il faut qu'ils le fassent. Il ne faut pas que ces bases étrangères nous fassent croire aujourd'hui où sont les drones quand il y avait eu ces attaques. Ils doivent donner des informations par rapport à tout ce qui s'est passé. Et vous avez vu que malgré la présence de ces drones dans notre territoire, il y a toujours des attaques. Mais il faut qu'on arrive un temps soit peu à respecter au-delà du Niger l'Africain. Nous sommes douillés d'intelligence, nous sommes douillés aussi d'esprit d'analyse, nous sommes douillés aussi de cet esprit de pouvoir comprendre la chose. Il faut que cet impérialisme arrête dans son élan. Dans tous les cas, nous savons très bien, c'est le forcing qu'ils sont en train de faire sur nos territoires. Et je pense bien qu'il faut qu'ils... C'est avec notre complicité, même s'ils le font. Mais j'ai dit que même s'ils le font, mais ils savent là où appuyer pour pouvoir qu'on accepte cela. Et ils savent qui s'adresser. C'est des chantages. Nous savons très bien. C'est des chantages. Aujourd'hui, comment vous pouvez expliquer, c'est dans tous les cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, comment vous pouvez expliquer la sanction du Tchad? Vous allez me faire comprendre qu'aujourd'hui le Tchad n'a pas créé les conditions de pouvoir aider ces pays africains à pouvoir contrecarrer les terroristes d'arriver dans leur pays. Et aujourd'hui c'est le Tchad qu'on sanctionne de manière arbitraire et de manière en réalité. En fait, c'est peut-être pas une sanction. Le Tchad est inscrit sur une liste où je vous dis que c'est une sanction. Pas aller jusqu'aux États-Unis. Abrazak, c'est une sanction. Comment? C'est une sanction aujourd'hui quand on est ensemble. Et qu'on fait un travail ensemble. Et on dit que voilà ceux qui ne sont pas prêts pour faire un travail au nom de l'intérêt général.
au nom de l'intérêt du mondial, si on peut l'appeler. Et malgré que vous êtes au devant d'un combat, que vous avez montré en réalité votre patriotisme à la matière, on vient, on vous dit non, vous faites partie de ce mécréant, vous faites partie de ces gens-là qui veulent détruire. C'est pas une sanction morale, c'est une sanction morale. Et ensuite, regardez, dans cet état de fait, même si personne n'a parlé pour défendre aujourd'hui le Tchad, en tout cas nos pays là doivent contester cela. Le G5 a demandé à ce que les États-Unis reviennent sur la... Les États-Unis reviennent sur la sanction. Les G5, ils doivent faire ça même de manière individuelle. Je dis que individuelle, parce que c'est important. Jusqu'à preuve de contraire, vous avez des militaires tchadiens sur les territoires en train de nous aider. Je suis convaincu que la présence de ces bases militaires étrangères, si c'est la présence des bases militaires africaines, voilà, il y aura moins de casse dans nos pays africains que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les pays africains. Regardez la sous-région. Toute la sous-région est presque embrasée du point de vue insécurité et par rapport à l'arrivée de ces bases militaires étrangères. Mais c'est cela le problème. Et que nous savons très bien que c'est la géopolitique qui est en train de prendre racine sur nos pays et que malheureusement nous savons très bien qu'aujourd'hui, je ne défends pas ceux qui dirigent, mais je sais qu'eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, c'est par contrainte qu'ils sont en train de suivre cela parce que c'est une situation qui dépasse leur capacité. Tant que tu n'as pas la conviction de t'assumer et tu ne seras pas prêt en réalité à donner ta vie pour la viabilité du pays, c'est difficile que tu fasses face, que tu crées les conditions de faire face à ces injonctions impérialistes. Voilà, merci Dambaji Soala. Je rappelle donc que vous êtes acteur de la société civile. Avec vous, nous avons échangé sur quelques thématiques, notamment la question sécuritaire, les sanctions, les dernières sanctions de l'autorité de régulation des télécommunications et de la poste, mais aussi le processus de désignation des différents membres de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari pour échanger sur ces différentes thématiques. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est donc la fin de cette édition. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir et bon début de semaine à tous.